vais maintenant passer la parole à M. Faouzi, Saïd Faouzi, pardon, Saïd, pardon, je suis fatigué, et qui a été interpellé sur la question du famille, qui va donc certainement répondre avec vigueur. Il faut éclairer. Oui, je remercie les camarades de la Voie démocratique de l'invitation. Donc je participe au séminaire à mon nom propre parce que le mouvement 20 février il a une procédure de représentation qu'il faut respecter. Donc à chaque représentation, il faut que ce soit validé par l'Assemblée générale et ce qui se fait dans différentes occasions. Mais ce n'est pas le cas de mon intervention d'aujourd'hui. Donc je tenais à le préciser pour respecter la démocratie participative qui est en rigueur au sein du mouvement. Deuxième point, je voulais axer en fait l'intervention sur le mouvement pour le présenter dans les 15 minutes qui me sont accordées. Mais en fait, je voulais vous inviter à voir pour situer le contexte du mouvement 20 février, puisque c'est une intervention personnelle, donc je prends le choix de présenter les gens avec lesquels je partage l'analyse pertinente par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe. Donc je vous invite à voir les conférences, puisque si je regroupe tout ça, ça représente une dizaine d'heures de conférences. Donc je vous invite à voir les conférences de Samir Haïta qui sont sur le net, qui est le président de l'Association des économistes arabes, sur la problématique de l'État et de la lutte de l'ensemble des mouvements sociaux dans le monde arabe et la problématique du changement démocratique dans le monde arabe. La deuxième dimension, qui est la dimension de la lutte du mouvement 20 février au Maroc et des mouvements au niveau du monde arabe, c'est la dimension universelle. Et pour moi, ce qui se passe dans le monde arabe et ce qui se passe au Maroc, ce n'est pas une problématique régionale, ce n'est pas une problématique locale, c'est une expérience de la lutte universelle des peuples, c'est une expérience où, au moment où les Français, avec l'expérience militante en France, avec les structures organisationnelles en France, avec une histoire de lutte contre l'ensemble des instances et l'ensemble de militants étaient dans la rue en France, demandaient et ils disaient à Sarkozy, non, nous ne voulons pas de votre projet sur la retraite qui concerne notre façon de vivre, notre façon de voir notre avenir, notre façon de vivre notre partage, notre façon de vivre ensemble à travers les générations. Et au moment où il y avait 3 millions de gens dans la rue, il s'est permis, il a pu imposer ses réformes, entre guillemets, il a pu imposer sa démarche, et l'ensemble de ses militants et l'ensemble de ce mouvement social est rentré chez lui et rien ne s'est passé par rapport à ça. Là, je pense que ce qui s'est passé en Tunisie est une leçon de lutte, c'est une leçon, ce qui s'est passé en Égypte, c'est une leçon de lutte qui demande une réflexion sur la problématique de l'organisation, la problématique de l'action politique, la problématique même de la conception du parti politique qui va dans notre conception traditionnelle de militants qui demandait l'organisation, la création d'une structure, l'organisation d'un parti politique, l'organisation pour oser espérer un changement sociétal et politique. Alors que ce qui s'est passé dans cette région du monde nous montre et nous démontre une autre façon de faire qui peut aboutir et qui a abouti pour le moment, parce que nous sommes en pleine effervescence qui est historique, qui va demander du temps, bien sûr, mais la démarche est là, la démarche de faire sauter des verrous de dictateurs qui étaient là, qui maîtrisaient tout dans leur société,
elle est déjà installée. Et pour cette démarche qui est universelle et qui pose même des questions sur comment on conçoit ça, je vous invite à voir les 6 conférences données à l'ENS par Alain Badiou, qui elles sont intitulées, elles sont disponibles aussi sur le net, que signifie changer le monde. C'est une démarche et c'est des questionnements de type philosophique qui peuvent nous alimenter, nous donner un recul nécessaire pour réfléchir notre avenir, pour réfléchir et penser la profondeur de ce qui se passe et ce qui pourrait se passer avec sa dimension de réflexion, de penseur et de donner des perspectives beaucoup plus profondes sur l'avenir de notre lutte commune, parce que c'est pas, et justement, ce n'est pas juste une problématique de jeunes, ce n'est pas juste une problématique très limitée. Pour moi, c'est une démarche qui me permet de voir beaucoup plus profondément ce qui se passe et d'avoir le recul nécessaire en termes de la pensée même et l'analyse qui serait utile pour l'ensemble des militants, que ce soit au Maroc, dans le monde arabe et au niveau universel. Donc mon intervention va s'accentuer essentiellement sur le mouvement, pour présenter de quoi il s'agit, le mouvement 20 février, les dimensions de colonisation, de la problématique néocoloniale et de l'indépendance. Je la laisse pour les autres intervenants ou bien dans le débat on pourrait approfondir. L'intervention s'articule sur plus d'une année de lutte déjà. Les réussites, une vision critique de ce qui s'est passé par rapport à cette année, quels sont les points positifs, les points à améliorer dans cette lutte-là, et que faire à l'étranger. Par rapport aux points et par rapport à points améliorés, par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir, déjà le mouvement à l'intérieur se pose la question, ils sont en train d'identifier, de proposer des rencontres de type national, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a eu que des organisations d'assemblée générale locale pour chaque ville. Et là, il y a des propositions qui vont dans le sens d'une assemblée générale nationale qui va permettre au mouvement d'identifier le plan d'action et les perspectives de lutte pour l'avenir. Alors, à l'origine, le Maroc ne pouvait rester à l'écart de la vague des changements dans les pays proches au niveau de la situation économique et sociale. Donc ça c'est déterminant parce que c'est la même situation que vivait et que vivent l'ensemble des populations en Tunisie, en Égypte. Et en plus de ça, par rapport à l'organisation même de l'État, en Tunisie, on voit qu'il y a une famille qui s'est accaparée de la richesse du pays. Au Maroc, on pouvait constater aussi qu'il y a un groupe de gens qui tiennent leur légitimité et qui se sont enrichis durant les 10 années de nouveau règne que par la relation d'amitié avec le prince. Donc ça peut, et la problématique des diplômés chômeurs, enfin il y a tout l'aspect social et politique est pareil, et donc ce qui pourrait expliquer que spontanément, au départ, les Marocains, que ce soit à l'étranger et à l'intérieur, organisaient des manifestations de soutien aux Tunisiens et s'est transformé après par la création du mouvement. Les Marocains ne pouvaient pas rester de simples spectateurs devant les révoltes des peuples des pays voisins, au Maghreb et au Moyen-Orient, Tunisie, Égypte, Libye, Syrie. Samir Aïta, il a des analyses très pertinentes sur la situation en Syrie actuellement, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et donc, pour alimenter sa connaissance de la situation là-bas, je vous invite à voir ces conférences. Le mouvement du 20 février est né au Maroc, dans le sillage de ces luttes pour le changement en Tunisie et en Égypte,
ainsi que dans d'autres pays de la région. Ainsi, depuis le 20 février 2011, des centaines de manifestations pacifiques sont pacifiques, c'est aussi une force de ces organisations, c'est une force de ces mouvements à travers le monde arabe. Des manifestations pacifiques sont organisées dans tout le Maroc, villes, villages et même dans des régions reculées où les services de l'État sont absents. C'est tellement énorme en termes de manifestations. Il faut voir les vidéos. En fait, en regardant les vidéos, on voit des gens manifester avec des slogans, avec des pancartes, avec des banderoles. Et en terminant la vidéo, on commence à chercher le petit point, le petit village. C'est vraiment partout au Maroc où il y avait des manifestations dans des villages, des coins qu'on ne connaissait même pas. Il fallait après chercher dans la carte du Maroc pour retrouver l'endroit où il y avait des gens organisés, des gens qui manifestaient pour la dignité, qui a réussi à cristalliser les luttes sociales et politiques qu'a connues et connaît encore tout le pays, faisant de lui un porte-drapeau d'une autre image du Maroc qui contredit celle que véhicule le régime d'un véritable havre de paix et de démocratie, image qui ne saurait résister à l'épreuve de la réalité. Le mouvement s'est construit autour de 10 revendications. Donc il y avait des revendications, les rappeler c'est très important parce que ça donne de la consistance et ça donne l'orientation et ça explique la force du mouvement, parce que c'est un mouvement qui a réussi à regrouper des gens de différents horizons politiques, idéologiques et de pensée même et de conception de lutte, et parce qu'il s'est appuyé sur des revendications qui sont accessibles dans la lutte et dans le contexte actuel de la lutte et qui permettent à tout le monde de se regrouper autour. Une nouvelle constitution démocratique émanant de la volonté du peuple. Donc la problématique de la constitution qui émane du peuple, ce qui va permettre au mouvement de contredire, parce qu'il faut savoir qu'à partir de la première manifestation du 20 février, 20 jours après, le roi a pris des dispositions, il a proposé une nouvelle constitution et des nouvelles dispositions. Il faut voir aussi que même au moment de l'appel à la manifestation, il y a eu énormément de dispositions prises par les autorités marocaines. En termes d'augmentation des salaires des fonctionnaires, 600 dirhams, jamais vu. En termes d'accords, ils ont profité des accords et des discussions qui étaient avec les syndicats pour essayer de calmer le jeu au niveau social, au niveau ouvrier. Ils ont pris des dispositions de la création d'un conseil économique et social. Ils ont pris des dispositions de changer la nature du conseil consultatif des droits de l'homme en conseil national. Bref, il y a une succession de dispositions et puis 20 jours ont suffi pour qu'il y ait le discours du roi qui proposait le changement de... Donc, même si c'est pas la constitution voulue, même si c'est... Mais quand même, c'est des acquis qui sont indéniables et qu'il faut souligner. Ce qui donne la force au mouvement qui permet de continuer la lutte pour exiger d'autres revendications. La démission du gouvernement et la dissolution des deux chambres, une réelle séparation des pouvoirs et une justice indépendante. La vraie problématique du Maroc après les années de plan et qui constitue un signe de changement ou non, c'est l'indépendance de la justice. La reconnaissance de la langue amazigh, ça c'est une réussite parce que ça a été acté dans la nouvelle constitution comme langue officielle à l'instar de la langue arabe, ainsi que la reconnaissance des spécificités des identités marocaines dans ces éléments constitutifs essentiels, linguistiques, culturels et historiques. Le jugement
jugement des responsables, ça c'est dans la lutte contre l'impunité, le jugement des responsables des tortures et crimes envers les Marocains, de tous ceux qui sont impliqués dans le pillage des richesses du pays. La lutte effective contre la corruption et la récupération des richesses spoliées au peuple, la libération de tous les prisonniers politiques d'opinion ainsi que la traduction devant la justice de tous les responsables des arrestations arbitraires, des disparitions, des tortures et des répressions sauvages. L'intégration des diplômés chômeurs à tous les niveaux de la fonction publique, à ceux à travers des concours équitables, transparents, assurer l'accès à tous les citoyens à des services publics dignes de ce nom, doter des moyens leur permettant de remplir leur mission. Assurer une vie digne à tous et à toutes en luttant contre la vie chère, l'augmentation des salaires du SMIC. À Paris aussi, il y a eu la création du mouvement à travers l'initiative d'anciens militants qui appartiennent aux associations historiques de l'immigration marocaine, l'AMF, la TMF, les anciens exilés politiques et les militants démocrates, les associations des droits humains, ASDOM, Forum, Amis de la MDH, APADM et les forces démocratiques à Paris, en France, Voix démocratique, PSU, PAX, ainsi que les jeunes de groupe Facebook ont créé le comité de suivi du 20 février. Ce comité s'est transformé ensuite à la demande des jeunes en mouvement 20 février à Paris. Ils ne voulaient pas être que des soutiens au mouvement à l'intérieur, ils voulaient faire partie prenante, être partie prenante. La lutte pour la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice sociale, c'est le titre. J'essaie de résumer pour respecter un petit peu le délai qu'on m'accorde. C'est le slogan essentiel, c'est la plateforme essentielle de l'ensemble des luttes du mouvement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Maintenant, par rapport aux acquis. Le plus grand acquis de cette lutte portée par le mouvement 20 février est la chute de la barrière de la peur. Il faut savoir que la Sainte-Deux faisait tout pour faire peur à la population, parce que ça fait une partie constituante de la problématique de la gouvernance de Merzem. C'est que les gens avaient peur même des murs. Ils disaient, tais-toi, les murs ont des oreilles, quand les gens parlaient entre eux. Et en fait, ce qui explique la façon qui était spécifique, s'il y a une spécificité marocaine, c'est la pratique de la disparition forcée à la façon marocaine. Parce que ça n'existe pas. Même au Chili, les gens étaient enlevés dans la rue par des agents spéciaux qu'on ne connaît pas, par une police qu'on ne connaît pas, qui n'est pas déclarée. Ce qui s'est passé au Maroc pour les gens de Tazmamet, c'est qu'on est venu les enlever à l'intérieur des prisons. C'est des gens qui sont reconnus, protégés comme prisonniers par l'État marocain, puisqu'ils étaient condamnés suite à la tentative de coup d'État. Et donc ils étaient condamnés, ils étaient à la prison centrale de Kinitra, donc dans une institution de l'État, des gens officiels, ils avaient un numéro d'écrou, et d'un seul coup, disparu, ils n'existent plus. Donc c'est pire que ce qui s'est passé en Chili, parce qu'on enlevait des gens dans les rues, ce qui se passait au Maroc aussi. Mais là, c'était pour démontrer que personne ne peut être à l'abri d'une volonté de faire disparaître quelqu'un, que tu peux être enlevé même d'une institution officielle. Et donc là, c'est une barrière de peur qui a une dimension très importante qui est cassée grâce à ce mouvement populaire qui a touché par l'ensemble des régions marocaines. Ok. Bon, je vais à l'essentiel. Encore un autre... Le mouvement 20 février, en s'installant dans la durée, gagne en lutte
de noblesse, en lettres de noblesse, il devient porteur d'un projet sociétal construit sur une expérience unique et originale. Le mouvement ne s'est malheureusement pas assez investi dans le champ des libertés individuelles et publiques. Il s'est concentré sur la problématique de la lutte de revendication, mais en fait, actuellement, il y a une attaque globale sur l'ensemble du mouvement, il y a des arrestations partout, et donc on se trouve démunis avec les associations de défense des droits de l'homme d'identifier le nombre d'arrestations, le nombre de gens présentés dans les procès, parce qu'il y en a de partout maintenant. Il y a dans des villes 20, 30, 18, et après il y a des arrestations, des libérations, donc même les associations qui ont de l'expérience dans le suivi de la problématique de l'emprisonnement politique, on n'arrive plus à suivre et donner exactement le chiffre exact des gens arrêtés, parce que là, ça commence à faire une campagne en plus bien organisée du point de vue de Merzen, parce qu'il cible des villes d'une manière, on dirait, aléatoire. L'un des points négatifs à améliorer aussi, autant il y avait la lutte pour les droits des femmes, autant il y a une absence de lutte en faveur de la parité, qui est à encourager, qui doit être à l'ordre du jour. Surtout lorsqu'on voit que le gouvernement marocain, où il y a une seule femme, donc c'est un point très important. L'effort aussi doit être fait sur la partie organisationnelle et la conception des luttes, absence de structure. Actuellement, et par rapport à l'ensemble de l'année, il y avait énormément de luttes sociales qui ne se font pas en synergie avec le mouvement. Pour la première fois, la convergence des luttes vient d'être réalisée ce dimanche 27 mai 2012 dans la manifestation nationale pour la dignité organisée par les centrales syndicales ouvrières avec la participation du mouvement 20 février et l'ensemble des forces démocratiques marocaines. Donc ça c'est un point à débattre au sein même de la gauche marocaine, au sein de l'ensemble des forces démocratiques au Maroc pour donner de la consistance à ces luttes. Bon, il y a d'autres points à améliorer que je ne vais pas citer par manque de temps. Maintenant par rapport à la lutte à l'étranger. Donc la première chose, c'est la communication pour contrer la stratégie de communication de Merzen, qui a commencé par domestiquer les journalistes locaux, les journalistes et les journaux marocains, par l'intimidation des journalistes, le non-respect de la liberté d'expression, d'opinion, la fermeture des journaux par asphyxie économique. Et donc, à travers ça, on peut travailler, nous, à l'étranger, en s'inspirant de l'expérience que nous avons menée, la lutte, durant les années de plomb où nos camarades étaient en prison. On avait réussi, même devant un système fort comme celui de Hassan II, de déstabiliser et de faire écho aux revendications et à la lutte à l'intérieur. Voilà, donc par rapport au soutien des... Et puis nous avons aussi un rôle à faire pour converger la lutte avec nos amis et démocrates français et européens. Donc c'est aussi une piste de lutte, je ne vais pas détailler, je présente juste le principe pour respecter le temps. La lutte, je travaille avec nos amis pour lutter pour une coopération, une relation privilégiée, d'accord, mais c'est une coopération respectueuse des droits des peuples. Lutter pour une coopération et une relation privilégiée d'égal à égal. Loin des relations néocoloniales et qui se réfèrent aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier les parts sur les droits civils et politiques,
sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conclusions de la conférence de Vienne sur les droits de l'homme, la Convention sur les droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les conventions de Genève 49 et les autres instruments du droit international humanitaire, la Convention 54 sur le statut des apatrides, la Convention de Genève 51 relative au statut des réfugiés, protocole de New York de 67 relative au statut des réfugiés, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, la Charte africaine des droits de l'homme, des peuples, ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme, comme des contributions régionales positives au respect des droits de l'homme dans les relations entre le Maroc et la France. Voilà comment on conçoit la coopération entre nos deux pays, avec une exigence particulière pour l'application des principes contenus dans les conventions de l'Organisation internationale du travail, pour contrecarrer l'appétit des gens qui veulent chercher, soi-disant, la main-d'œuvre moins chère ailleurs. Voilà, merci.